Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 conseils sur le syndrome de privation sensorielle ou comment faire pour pouvoir mieux vivre avec son chien qui est atteint de ce syndrome-là. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de tomber sur cette vidéo, je vous recommande tout d'abord de regarder ma vidéo sur qu'est-ce que le syndrome de privation sensorielle. Même si vous savez entre guillemets déjà ce que c'est, je vous recommande d'aller la regarder pour qu'on soit un petit peu sur la même longueur d'onde au niveau des conseils que j'ai à vous donner. On va commencer donc par le premier conseil qui est adapter l'environnement de votre chien. Vous avez un chien, comme on en a parlé dans les précédentes vidéos, qui est atteint d'un trouble du comportement qui ne lui permet pas de s'adapter aux différents environnements, aux différentes situations qui l'entourent. C'est-à-dire que le sens de l'adaptation n'est biologiquement pas présent sur ce chien-là. Donc on ne peut pas le recréer. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va voir différents conseils pour adapter notre quotidien de manière à ce que votre chien soit mieux dans ses pattes et que vous puissiez vous également vous y retrouver et trouver une certaine routine qui va à tout le monde. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est adapter un environnement qui puisse être un environnement de confiance pour votre animal et qui puisse être gérable également pour vous-même. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire en sorte que votre espace de vie, donc votre maison, votre appartement, puisse être un espace de confiance et rassurant pour votre animal. Donc que cet espace-là ne cause pas de peur chez l'individu que vous allez avoir à votre maison. Tout simplement, votre chien atteint de ce syndrome-là. Donc il est important dans votre maison de ne pas créer de tension, de ne pas créer de stress et faire en sorte que ce soit le maximum possible, en fait, que ça soit un environnement qui vraiment soit rassurant pour votre chien où il s'y sent bien. On remarque que c'est très important chez le chien parce qu'il y a beaucoup de chiens qui sortent d'élevage à 6-7 mois parce qu'ils sont invendus entre guillemets, on en a vu dans une autre vidéo, et qui en fait à l'élevage se portent très bien parce que c'est un environnement qu'ils connaissent et qui est rassurant pour eux. Puis dès qu'on leur en sort, et ben paf, on voit que le syndrome est présent parce qu'on a changé d'environnement et que celui-ci n'est pas connu, on va dire, ou du moins pas adapté autant qu'avant. Voilà, donc on voit vraiment l'importance d'un environnement fiable et rassurant pour le chien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de prévoir une pièce donc assez grande. N'allez pas vous amuser à mettre votre chien dans les toilettes ou dans la salle de bain. Il faut vraiment créer par exemple un bureau. Moi, c'est le bureau là où j'ai Sacha des fois qui, quand j'ai des invités, ben, je le place là parce que sinon il leur saute dessus ou autre. Enfin, du moins, il est excité. C'est ce que je faisais au début. Maintenant, j'en ai plus besoin. Mais bon, voilà, ça m'a permis pendant un temps de le vider un petit peu. Puis une fois qu'il était un peu plus calme, paf, on ouvrait la porte et on allait dire bonjour aux invités dans le calme. Donc ça peut être vraiment utile pour un chien atteint d'un syndrome de privation sensorielle, c'est vraiment d'avoir une pièce comme celle-ci, un bureau, où on puisse mettre tout ce qui lui appartient, donc un panier, des gamelles, des jouets, etc., de manière à ce qu'il soit, on va dire, dans un espace qui le réconforte et qui le rassure, et qui puisse, on va dire, le mettre en sécurité lorsqu'il en a besoin. C'est-à-dire, vous, en tant qu'humain, vous allez probablement, beaucoup de personnes du moins, vont devoir inviter de temps en temps des voisins ou des amis à la maison pour passer du bon temps ensemble. Et le problème lorsqu'on a un chien qui est atteint d'un syndrome de privation sensorielle, c'est que ces individus sont des intrus qui rentrent dans le seul espace rassurant pour lui, et donc on se retrouve avec un chien qui peut avoir des réactions agressives, de fuite ou encore de tétanie face aux intrus en fait, parce que pour votre chien, voilà, ce sont des intrus, ce sont des dangers si on veut qui arrivent dans son espace de confort, et son seul espace, on va dire, ce dernier retranchement de confiance, c'est la dernière chose pour lui où il pensait se sentir agressé. Donc voilà, ça peut être très très inconfortable pour un chien atteint de ce syndrome-là de voir des invités, ou des inconnus du moins, entrer dans cet espace de confort. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une pièce que vous sécurisez pour votre chien, donc par exemple soit avec un portique bébé, soit quelque chose comme ça, donc si possible on peut quand même le laisser ouvert pour que le chien puisse sortir et entrer comme il le souhaite, donc en lui apprenant à y rentrer de lui-même lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça c'est important de l'y envoyer de temps en temps lorsque vous voyez qu'il est stressé ou autre, pour qu'il puisse par la suite devenir autonome et y aller de lui-même. Donc ça c'est important de faire pas mal de répétitions sur ce qui est bien pour votre chien, c'est-à-dire que le loup par exemple, qui est un cousin du chien, va manger une baie une fois, 2 fois, il va être malade, il va arrêter de la manger parce qu'il va comprendre que ça le rend malade. Le chien il va la manger 20 fois puis il va pas comprendre, il va en mourir. Donc il ne sait pas ce qui est bon et ce qui est pas bon pour lui tant qu'il ne l'a pas reproduit plusieurs fois et qu'il n'a pas vu que c'était bon pour lui. Il y a même des chiens chez qui malheureusement on ne voit jamais d'autonomie se créer. Donc moi ce que je vous recommande quand même, c'est de pouvoir être répétitif là-dedans, donc ne pas hésiter à demander à votre chien, prendre l'initiative d'aller demander à votre chien d'aller dans sa pièce lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque vous voyez qu'il monte en pression. Donc c'est important également, lorsqu'on en parle comme ça, de savoir quand est-ce que le chien monte en pression. Donc bien souvent, vous pouvez le voir aux signaux d'apaisement. Donc vous avez un livre qui s'appelle Les signaux d'apaisement de Thury Drugas, où vous avez toutes les infos sur les signaux d'apaisement du chien.
Vous avez également des petites images que vous pouvez trouver sur Google assez facilement si vous mettez les signaux d'apaisement du chien, où vous verrez tous les signaux en fait, de stress ou du moins d'inconfort du chien. Donc attention, il ne faut pas non plus tomber dans le cercle vicieux de waouh, il se lèche la truffe alors qu'il y a le gigot à côté. Oh, c'est parce qu'il est stressé. Non, c'est parce qu'il a faim, quoi, tout simplement. Enfin, du moins, il a envie de manger. Faut pas non plus rentrer dans la psychose, mais il faut pouvoir également décrypter quand même ces signaux-là en cas de besoin. Donc moi, je vous recommande à ce moment-là de demander à votre chien, donc pas le forcer, mais de lui demander d'aller dans cet espace-là. Et on verra par la suite, en gérant ses émotions, lui proposer des activités d'apaisement pour qu'il se vide un petit peu et qu'il puisse revenir avec vous lorsqu'il est calme. Donc voilà pour ça, ou du moins à l'intérieur, de créer un espace de confort lorsqu'il y a des invités et de condamner la pièce. Il n'y a que vous et votre chien qui a le droit d'y rentrer. Les invités, les inconnus, etc. n'y ont pas accès et n'auront jamais accès à cette pièce. Mettez une affiche sur la porte et vous vous embêtez pas plus. Voilà du coup pour ça. Si vous avez des enfants en bas âge, ou du moins des enfants un peu turbulents, ou des invités contre des enfants qui sont un peu bouche-bouche, vous n'hésitez pas à mettre un petit verrou où on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas rentrer. Donc le mieux c'est quand même d'avoir la porte ouverte pour que le chien puisse y aller et en sortir et y revenir quand il a envie. Mais si c'est dangereux, il faut sécuriser. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à mettre un petit verrou en hauteur pour pas que les enfants puissent rentrer d'eux-mêmes. Parce que sur un chien atteint d'un syndrome de privation sensorielle, on peut facilement aller à la morsure, quoi. Donc il faut faire attention. Voilà du coup pour ce premier conseil. En extérieur, il faut savoir également qu'on est sur un chien qui ne s'adapte pas à tous les environnements. Donc moi je vous conseille quand même d'avoir une forme de routine, c'est-à-dire n'allez pas l'emmener dans un bar, n'allez pas l'emmener au lac, n'allez pas l'emmener en vacances, etc. C'est pas un chien qui sera en capacité de vous accompagner de partout. Il est préférable pour son bien-être et pour le respect en fait de son handicap de pouvoir créer une forme de routine. Donc par exemple, le matin, bonne heure quand il n'y a personne, je vais à tel parc. Je rentre à la maison, le soir, tard quand il n'y a personne, je retourne au parc. Ça lui permettra de répondre à ses besoins donc et physiques et mentaux, donc en olfactif, donc en reniflant les odeurs ou en courant dans le parc quand il y en a besoin pour libérer les émotions et se faire un peu de sport. Et puis ça lui permettra d'être dans une atmosphère, dans une bulle de confiance quand il produit ces comportements-là. Donc vraiment un environnement qu'il connaît à des heures où il n'y a pas grand monde et des heures où ça fait une forme de rituel, ça vous permettra d'avoir un chien qui est rassuré. Ça ne sert à rien d'aller essayer d'adapter un chien atteint de syndrome de privation sensorielle à tous les environnements. N'allez pas vous amuser si vous vivez en campagne, allez travailler votre chien en ville, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un chien traumatisé qui va finir par devenir de plus en plus inquiet à la maison. Si vous avez un stimulus particulier, donc par exemple je travaille avec Popeye en ce moment qui est un Jack Russell atteint de syndrome de privation sensorielle stade 2, il a peur des voitures, du coup il réagit aux voitures. Nous on va travailler, comme on verra par la suite, un cadre quand il a des voitures, donc il doit s'arrêter, revenir vers nous, rester au pied. Il n'y en a pas assez chez lui pour pouvoir y travailler, mais il y en a quand même trop pour ne pas pouvoir y travailler. C'est-à-dire qu'il y a une voiture tous les X qui met en difficulté sa propriétaire puisque le chien réagit, mais il n'y en a pas assez fréquemment pour qu'on puisse y travailler convenablement. Donc on est obligé d'aller dans un espace, une sorte de parc, ou du moins il y a un espace vert pour qu'il ne soit pas trop mal à l'aise. Et dès qu'il y a une voiture qui passe, on travaille, tout simplement. Donc voilà, ça permet de travailler une certaine chose qu'il a dans son environnement de vie à lui. Mais n'allez pas vous amuser à amener votre chien pour essayer de lui retirer ses peurs. Comme on l'a vu dans une dernière vidéo que je vous recommande d'aller voir également, le syndrome de privation sensorielle, c'est un trouble du développement. Biologiquement parlant, le chien n'a pas le sens de l'adaptation. Il y a certains sens qui manquent à ce chien-là. On ne peut pas les recréer, donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller enlever les peurs, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir des effets peut-être à court terme, puis après ça va revenir, puis ça va être n'importe quoi. Donc je vous recommande plutôt vraiment de rester sur je gère l'environnement, je crée une routine qui va à mon chien et qui va à ma famille, et puis comme ça tout le monde il est content, tout simplement. Voilà du coup pour ça. Ensuite, le deuxième conseil, c'est gérer les émotions et proposer de l'apaisement à votre chien. Il faut comprendre que votre chien, c'est comme un verre d'eau à moitié rempli au niveau des émotions. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, paf, ça déborde, on a un mauvais comportement qui apparaît. Lorsque c'est la journée, ça passe, le chien finit par être irrité parce que ça monte au fur et à mesure et le soir, on a un chien qui peut déborder. Donc moi, ce que je recommande, c'est faire des activités d'enrichissement mental. Donc vous avez un groupe que je vous recommande qui s'appelle Enrichissement mental du chien de compagnie. C'est une connaissance à moi, une amie qui la gère, qui s'appelle Claire, qui est super et que je passe depuis bonjour si elle voit la vidéo, qui pourra vous recommander différents outils et différentes activités pour apaiser votre chien au quotidien. Donc ça, je vous recommande de le faire assez fréquemment, tous
tous les jours pour que votre chien puisse, par la mastication ou par la recherche, vider le contenu de son verre d'émotion, on va dire, et faire face quand il y a une situation qui est désagréable ou qui est effrayante, sans forcément que tout déborde. Ça, dans un premier temps, ça va vous permettre de garder un flux émotionnel stable, mais ça va vous permettre également, avec ces activités de mastication, recherche, occupation mentale, de travailler l'autonomie émotionnelle de votre chien, c'est-à-dire d'apprendre à votre chien à comprendre et à analyser ses émotions, donc c'est-à-dire à se dire « Waouh, là ça déborde, il est temps pour moi d'aller vider ses émotions. » Et plutôt que les vider en aboyant comme un fou, de prendre conscience que « Waouh, là ça va pas, ok je vais mastiquer, ok je vais aller chercher. » Et comment est-ce qu'on fait ça ? C'est pas très compliqué, donc ça dépendra vraiment du chien. Il y a des chiens qui gagneront jamais cette autonomie, mais de manière générale, il suffit simplement en intérieur de proposer une activité de mastication ou de recherche sur un tapis de fouille, suivant ce que préfère votre chien, mais je vous conseille la mastication, c'est quand même plus simple à proposer. Et en extérieur, lui proposer une activité de recherche. Il est stressé à la maison, il va prendre son sabot de bœuf, il va se mettre à ranger, on aura fini. Vous pouvez d'ailleurs lui en proposer, et je vous le recommande, dans son espace de confiance dont on parlait tout à l'heure dans le conseil numéro 1, donc plutôt que le laisser juste dans sa pièce et on n'en parle plus, on attend qu'il se calme ou que les invités partent, proposez-lui des activités d'enrichissement mental. Ça va le calmer, ça va l'apaiser et le chien sera beaucoup plus à même à supporter, on va dire, des situations difficiles. Donc ça, c'est la première chose à faire en intérieur, mastication et recherche. Le chien n'est pas trop masticateur. Normalement, ça devrait aller, c'est quand même un chien, donc ils aiment bien ça en principe. Mais certains sont un peu plus difficiles. Et en extérieur, on va leur proposer une activité de recherche, parce que c'est pas forcément évident de mastiquer en extérieur, alors que rechercher, c'est plus simple de trier des odeurs dans un buisson ou autre. Donc voilà, vous jetez une poignée de friandises lorsque ce qui fait peur est passé, et ça va vous permettre d'avoir un chien qui se focalise sur « je renifle ». Ok, il y a quelque chose qui va pas, waouh, je renifle. Puis après, vous essayerez de le proposer avant que la chose arrive, etc., etc., de manière à ce que votre chien, plutôt que d'y aller après que la réaction soit arrivée, que le chien y aille avant que la réaction arrive. Je sens que je monte en pression, j'y vais dessus de moi-même. Voilà ce que vous pouvez mettre en place pour aider votre chien d'un point de vue émotionnel. Pensez qu'avant de travailler quoi que ce soit au niveau de l'entraînement, si mon chien n'est pas stable d'un point de vue émotionnel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Le cortisol, l'hormone du stress, entre guillemets, va mettre votre chien en mode zombie, c'est-à-dire qu'il n'y a que le corps qui marche, le cerveau n'existe plus, ne fonctionne plus, la partie cognitive, la partie j'apprends, je réfléchis, elle n'est plus là. Donc ça ne sert à rien de travailler à ce moment-là. Il faut avoir un chien qui est stable émotionnellement parlant. Donc soit vous avez ce travail d'apaisement, soit si ça ne fonctionne pas, il serait bien de prendre un rendez-vous chez un vétérinaire comportementaliste pour voir s'il n'y a pas un accompagnement médicamenteux à mettre en place. Quand on a mal au ventre, on prend des médicaments pour le ventre. Quand on a un problème émotionnel, on prend des médicaments pour l'émotion. Ça ne veut pas dire que vous allez shooter votre chien, ça ne veut pas dire que vous allez endormir votre chien, ça veut simplement dire que votre chien, c'est un chien anxieux, qui a un problème, un réel handicap et que vous êtes en train de l'accompagner. Il ne faut pas s'en servir en suffisance, c'est-à-dire n'allez pas vous dire « oh bah je fais juste ça, puis oh il réagit plus, super, j'arrête, je reste sur les médicaments ». Non, il faut pouvoir travailler une thérapie comportementale pour que le chien puisse savoir s'adapter au quotidien et savoir être un petit peu mieux dans ses pattes. Mais ça va être vraiment un réel appui intéressant pour le chien. Pour les personnes qui souffrent de troubles d'anxiété, de stress, de dépression ou autres, vous savez de quoi je parle. Les médicaments, c'est vraiment ce qu'on a de mieux, entre guillemets, pour avoir une béquille, un appui, le temps de pouvoir se redresser. Si on n'a pas cette béquille, cet appui, on est dans un cercle vicieux et on dégringole. Voilà, il ne faut pas s'en servir comme suffisance, mais on peut s'en servir comme outil et c'est un très bon outil lorsque c'est bien géré. Donc toujours se faire accompagner par un vétérinaire comportementaliste, toujours bien suivre les dosages et ne jamais interrompre l'accompagnement médicamenteux d'un coup, sinon vous allez avoir une phase explosive en termes émotionnels, donc vous allez avoir un chien qui peut mordre, qui peut avoir des comportements vraiment très beaux. Il faut faire un sevrage progressif, sinon vous allez avoir un chien qui va vraiment se retrouver avec un flux émotionnel qui n'avait pas eu depuis longtemps en pleine poids, et je peux vous dire que ça fait mal pour le chien, c'est pas chouette quoi. Voilà du coup pour ça, donc toujours vous faire accompagner et si possible par un éducateur comportementaliste canin à côté de ça, à côté du vétérinaire comportementaliste, parce que lui fait vraiment un travail physique sur votre chien, il pourra vous accompagner, alors que le vétérinaire comportementaliste c'est plus du conseil, c'est pas forcément de la pratique on va dire, ça dépendra du vétérinaire comportementaliste, mais bien souvent c'est pas forcément de la pratique. Voilà du coup pour les émotions, si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez surtout pas. Par rapport du coup au troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de développer les autres sens de votre animal. Votre chien n'a pas le sens de l'adaptation, mais vous pouvez mettre en place le sens de l'analyse, le sens de l'écoute, vous pouvez développer d'autres sens, c'est-à-dire que plutôt que rester sur du bon bah mon chien,
c'est comme ça, il ne sait pas s'adapter, on passe à autre chose ou on lui montre rien, on va pouvoir développer d'autres sens, c'est-à-dire que je vais pouvoir entraîner l'écoute de mon chien, travailler différentes variantes de sons. Donc je vous conseille moi de mettre en place un signal ou un surnom, on va dire, qui va vous permettre de capter l'attention de votre chien de manière efficace au quotidien. C'est-à-dire que Sacha, par exemple, c'est son nom de tous les jours. C'est Sacha fais ci, Sacha viens là, Sacha oh je vais passer une bonne journée, Sacha oh t'es mignon, je te gratouille. Sache, c'est quand on travaille, il faut faire ça. C'est sache, écoute, il y a quelque chose qui se passe quand je dis sache. Donc ça, je l'ai entraîné. Comment j'ai fait? Sache, clic récompense, sache, clic récompense. À chaque fois qu'il m'écoutait quand je disais sache, je cliquais, je récompensais. Puis après, je faisais des variantes de son. Je faisais sache, 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 etc., etc. Puis je variais les situations. Donc je le faisais à la maison, puis en extérieur quand il y a du bruit, puis en extérieur quand, etc., etc., etc. Et ça, c'est important d'y travailler pour pouvoir avoir un chien qui est à l'écoute et qui sort de cette bulle de waouh, il y a quelque chose qui se passe, je comprends pas, je panique, je panique, je panique. Oh, elle m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Ok, je me mets à ton pied, c'est bon, c'est fini, on a passé cette situation difficile. D'accord? Donc c'est important d'y travailler. Vous pouvez travailler également les capacités intellectuelles, on va dire, d'analyse de votre chien grâce à des activités d'enrichissement mental et de développement de l'intelligence. Donc des activités où votre chien doit tirer, pousser, etc. pour obtenir des friandises, des récompenses grâce à ses capacités intellectuelles. Donc ne prémâchez pas le travail à votre chien, n'allez pas lever le truc à sa place. Oh, regarde comment on fait! Parce que sinon, il va tout faire et on a fini le jeu et il est bon pour la poubelle. Non, il faut laisser votre chien chercher, donc bien sûr à un niveau qui est adapté à ce qu'il sait faire et progressivement on augmente le niveau de difficulté. Mais voilà, permettre à votre chien de pouvoir profiter d'activités d'enrichissement, d'activités de réflexion, ça va vous permettre de travailler également le sens de l'analyse, le sens de savoir résoudre, on va dire, des problèmes par lui-même. Donc ça peut être vraiment pas mal chouette pour travailler avec votre chien sur un aspect différent et donc de développer d'autres sens qui pourraient être intéressants pour lui. Voilà du coup pour ce troisième conseil. Maintenant on passe au quatrième conseil qui est celui qui est un peu plus dur à comprendre et un peu plus long et qui va vous demander le plus de travail. Ça va être la mise en place d'un cadre. Mon chien atteint de syndrome de privation sensorielle n'est pas capable de s'adapter à l'environnement et aux stimulations de l'environnement lorsqu'il ne s'y attend pas. C'est-à-dire, il y a un oiseau qui passe, il peut en avoir la frousse, pas possible. Il y a un deuxième oiseau qui passe, il a toujours la même frousse. Je peux adapter mon chien, je peux faire en sorte que mon chien n'ait pas peur de ce chien-là. À force d'y travailler, ça peut prendre du temps, mais il n'en aura pas moins peur de tous les autres chiens, d'accord? Les chiens atteints de syndrome de privation sensorielle, la capacité d'adaptation n'existe pas ou est vraiment nulle, elle est minime. Donc il faut vraiment pouvoir comprendre ça. Et plutôt que de travailler à vouloir absolument qu'il ait plus peur de rien en le mettant en confrontant, etc., et que ça ne fonctionnera pas parce qu'on sera dans un cercle vicieux de waouh, ça me fait encore plus peur, à chaque fois que je le suis, ça me fait peur, donc je veux plus suivre mon humain, et on va dans un rapport de l'un contre l'autre. C'est pas forcément un affrontement qu'on cherche avec notre chien, c'est plus une collaboration, un binôme, on va dire, créer un binôme. On va à la place chercher en fait à mettre un cadre pour dire ok, je ne peux pas supprimer tes peurs, donc les choses de l'environnement quotidien, donc par exemple j'ai un autre chien qui vit avec nous, oui je vais pouvoir supprimer cette peur de cet autre chien en travaillant, ça va être plus ou moins difficile suivant le stade du syndrome de privation sensorielle de votre chien, donc ça on le verra ensemble les différents stades de syndrome de privation sensorielle dans une autre vidéo. Mais de manière générale, je ne peux pas supprimer toutes les peurs des autres chiens. Donc à la maison, j'ai besoin que tu n'aies plus peur de ce chien-là, donc on va y travailler. Mais de manière générale, ça sert à rien, je te resocialise, ça ne fonctionnera pas ou ça va prendre des millénaires, tu vas pas être bien, moi non plus, ça va être une horreur. Donc plutôt que ça, je vais apprendre à mon chien ce que j'attends de lui dans telle situation. Moi, je vous conseille de prendre une petite feuille, vous prenez une feuille et vous allez noter, non, j'ai que des feutres. Bon voilà, moi, mon problème à moi, mon chien, ce que j'ai autour de moi qui peut faire réagir mon chien, c'est par exemple des travaux. J'ai des travaux, voilà. J'ai ensuite un chien au portail. J'ai ensuite des passants, des humains, voilà, des humains, etc., etc. Donc moi je vous conseille déjà d'aller regarder pour acheter un dossard à votre chien avec écrit « Je suis craintif, merci de ne me le foutre la paix ». Donc ça c'est important de pouvoir avoir ça sur votre chien parce que les gens, oh il est super mignon ce chien-là, je vais aller le caresser et je vais me faire manger la main. J'ai eu un super mignon petit berger australien en rééducation, vous avez envie de lui faire des papous, je peux vous dire, vous mettez la main et vous en ressortez plus. Donc il faut pouvoir prévenir aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce chien, qu'il faut lui foutre la paix. Donc vous avez des dossards, Création en fond, c'est une page Facebook que je vous recommande. Il y a des espèces de bandeaux qu'on peut accrocher à la laisse, mais c'est un peu moins visible, je trouve. Ou sinon un haut-parleur, où il dit attention, c'est un chien atteint de syndrome. Enfin, c'est moins pratique quand même que d'avoir un dossard. Donc je vous conseille quand même d'avoir un dossard pour pouvoir y travailler.
ou une muselière si votre chien mord et que vous avez peur qu'il y ait quelqu'un qui passe. Par contre, attention aux muselières, il y a des groupes sur Facebook pour vous conseiller des muselières. Une bonne muselière, le chien est censé pouvoir ouvrir la gueule dedans, d'accord? C'est pas je bloque la bouche et le chien il peut plus rien faire. Non, il faut que ça puisse boire, il faut qu'il puisse manger, il faut qu'il puisse respirer. Donc voilà, il y a plein d'alternatives en outils pour se rassurer, pour faire en sorte que notre chien ne soit pas en danger. Une muselière, ce n'est pas un outil de torture, c'est comme un harnais, ça sert à protéger simplement. Si elle est adaptée, le chien n'en souffre pas et le chien peut même le mettre volontairement si c'est appris de manière positive. Donc voilà, je reprends sinon on va s'égarer, je prends ma fiche, je note les situations que je dois travailler, donc les travaux, les chiens au portail et les humains qui passent. Voilà, donc moi c'est mes 3 problèmes parce que j'habite en campagne et j'ai les travaux ou un tracteur, on s'en fout, voilà. J'ai ces 3 choses qu'il faut que je travaille parce que c'est ce que je croise au quotidien. Moi la première chose que je vous conseille de travailler en ordre, donc là on est vraiment en train de faire un plan d'entraînement pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez travailler au quotidien le cadre de vie de votre chien. On met un cadre de vie pour qu'il soit respecté et que tout se passe bien. Donc la première chose que je vous conseille d'apprendre, c'est un rappel d'urgence à votre chien. Je vous mettrai la vidéo en description, donc c'est l'apprentissage du stop. C'est pas un stop, j'arrête de bouger, c'est un stop, j'arrête ce que je fais et je reviens vers mon propriétaire. D'accord? Ça, c'est très important. Votre chien a une longe, vous lui dites stop, il s'arrête, il revient, on le met au pied, c'est fini, on passe, le tracteur passe, il n'y a pas de problème. Si votre chien ne connaît pas ça, avant que vous remballez la longe, il est déjà en train de bouffer le tracteur. D'accord? Ou il est en train de se faire écraser parce qu'il court partout, ou il se pisse dessus, enfin, il va pas être bien. D'accord? Donc, il faut pouvoir travailler un rappel d'urgence, c'est vraiment primordial dans la vie de tous les jours. Pour moi, tous les chiens devraient avoir un rappel d'urgence parce qu'il y a une route, vous faites pas attention, bah, franchement, ça peut sauver la vie. Hein. Moi, Sacha, j'ai peut-être lâché une fois ou deux la laisse sans faire exprès parce que je sais pas, je ramassais un caca ou voilà, j'ai pas fait exprès, ça m'a glissé des mains, ça peut arriver. Et ben franchement, le stop, il m'a bien servi et je peux vous dire que je suis bien contente de l'avoir appris à Sacha. Donc, je vous le recommande vivement. Donc voilà, pour les travaux, je suis en longe, il y a des travaux au loin, stop, il s'arrête, il revient. Ça peut fonctionner également surtout sur les chiens et les humains. Parce que bien souvent ça bouge et le chien, waouh, qu'est-ce qui se passe, il est dans sa bulle, soit il y va, soit il reste tétanisé et malheureusement la situation se passe et les chiens, ils sont à un autre hauteur. Là c'est stop, il s'arrête, il revient vers moi. Donc ça c'est une première option. Hop, je vais mettre une petite astérix, je vais lui apprendre le stop en rappel d'urgence. D'accord, vous pouvez appeler ça le halt ou autre, ça sera tout expliqué dans la petite vidéo en description. Comment on fait ça. Donc voilà, première option, j'apprends le stop. Ensuite, comment est-ce que je peux faire pour passer à côté de ce stimulus qui fait peur, de ce déclencheur qui fait peur à mon chien? Comment je peux faire pour qu'il soit cadré et qu'il puisse ne pas être attentif à ça? Je peux lui demander plusieurs choses. La première, qui va être la plus simple, c'est quand même de le mettre au pied. Donc on peut faire déjà le protocole, je vous le mettrai en description. Protocole de la mise au pied. Donc ça passe par le fait d'apprendre à rester au pied en fait tout simplement et à une certaine technique on va dire de mise en place du chien, donc une certaine façon de le poser, enfin un certain mouvement pour qu'il puisse rester comme il faut et qu'on puisse le contrôler. Donc ça vous avez toute une vidéo sur le sujet que je vous mettrai en description. C'est ma deuxième option. Je demande stop à mon chien revient, je le mets au pied. Ok. Ensuite, si mon chien est vraiment trop concentré sur la chose qui arrive, qu'est-ce que je peux lui demander ? Je peux lui demander de me regarder dans les yeux, comme ça il est moins concentré sur la chose, il peut me regarder, super, je vais faire ça. Donc je vais lui apprendre le look. Donc ça, j'ai pas de vidéo sur le sujet, vous pouvez aller regarder. J'en ai pas pour le moment, donc peut-être que quand vous regarderez la vidéo, je l'aurai ajouté. Donc soit vous regardez sur la chaîne YouTube si elle y est, pour le moment elle n'y est pas. Soit vous regardez, il y a des tutos sur internet, il y en a plein des tutos. Donc voilà, je vais lui apprendre le look, comme ça, look, ok, il me regarde, c'est bon, il regarde toute la chose qui passe. Une fois que c'est bon, je récompense et j'ai fait ma balade et je n'ai plus de problème, j'ai juste à dire à mon chien qu'il peut continuer à faire sa promenade. Voilà du coup comment on peut travailler un chien atteint d'un syndrome de privation sensorielle, mettre un cadre adapté à chaque situation et bien entendu y entraîner. Vous avez une vidéo qui s'appelle la règle des 3D qui est hyper importante à regarder parce que ça permet d'avoir un apprentissage efficace. Si j'apprends vous avez sûrement remarqué, si j'apprends moi assis à mon chien là, peut-être qu'il le connaîtra par cœur, par contre quand on sera dehors dans une foire, il ne le connaîtra pas. Il ne voudra pas le mettre en place, il y a trop de choses qui le perturbent. Il faut travailler le dé de distance. Assis ici, c'est pas pareil qu'assis à 100 mètres. Le dé de durée, assis 10 secondes, c'est pas pareil qu'assis 10 minutes. Et le dé de distraction, assis ici ou assis dans une foire, c'est pas du tout pareil. Donc la règle des 3D vous permettra de travailler d'une façon différente pour avoir un travail qui va être optimal et quelque chose qui va se faire rapidement. Donc je vous la conseille fortement, ça sera en description également. Voilà, et puis d'y entraîner tous les jours. Donc soit vous faites une zone de travail, c'est-à-dire vous vous dites tous les jours à telle heure je travaille mon nouvel exercice ou mon exercice que je réentraîne. Soit si c'est déjà entraîné et que votre chien sait le faire, vous lui demandez simplement de temps en temps dans la balade, c'est stop, ok, il revient vers moi, c'est bon, je récompense. Voilà, c'est fait. De temps en temps, on va traverser un passage piéton, c'est tu restes au pied.
De temps en temps, je sais pas, j'ai envie qu'il me regarde dans les yeux, je vais lui demander le look, par exemple. Voilà, en tout cas, adaptez chaque chose à chaque situation dont vous avez besoin. Réfléchissez un peu, c'est pas très compliqué. Et vous y entraînez. Donc, vous avez des tutos pour les deux là. Celui-là, il faut regarder sur une autre chaîne YouTube. Mais je vous mettrai en description pour les deux que j'ai là. La règle des 3D pour l'entraînement et puis bien s'entraîner, normalement, ça devrait être suffisant. Voilà du coup pour tout ça, je pense qu'on est bon là-dessus. Voilà, si vous mettez tout ça en place, normalement ça devrait rouler comme sur des roulettes, ça devrait aller plutôt bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à y aller et qu'à bosser. Hein. C'est du travail, c'est du boulot. Vous avez un chien qui est handicapé, qui a un problème avec vous, donc c'est pas facile à vivre tous les jours, mais franchement ça va vous changer la vie. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça m'aide vraiment beaucoup à savoir si ça vous plaît. D'ailleurs, vos gentils commentaires de la dernière fois pour la dernière vidéo, ça m'a fait vachement plaisir. De voir que ça peut aider et que ça vous plaît. Ça me booste, ça me donne envie d'en faire encore plus parce que je me dis que ça sert, donc tant mieux. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soit je ferai sur un autre sujet, parce que là ça va faire quand même 3 vidéos qu'on fait sur le syndrome de privation sensorielle, soit je ferai sur les 3 stades qu'on peut retrouver, grosso modo, sur le syndrome de privation sensorielle. Voilà, ça sera pas forcément des conseils, ça sera vraiment pour un petit peu mieux comprendre les stades de ce trouble du développement. Voilà du coup pour aujourd'hui, moi je vous dis à très bientôt. Au fait, j'ai créé le groupe Facebook concernant du coup le partage sur les chiens atteints de troubles du développement, donc je le mettrai dans la description également si vous voulez partager un petit peu vos vécus, si vous voulez discuter, si vous voulez vous faire soutenir, etc. Vous n'hésitez pas à le rejoindre, c'est pour tout le monde, c'est pour pouvoir se donner des conseils, quand ça reste dans la bienveillance c'est ok. Et puis c'est pour pouvoir échanger et peut-être un peu moins se sentir seul, ça peut être sympa pour tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.